Vous écoutez nos 1001 expériences, épisode 2. Quand je veux apprendre de mes échecs, la métaphore de la carafe et de ses filtres. Je m'appelle Clémentine et un jeudi sur deux, on se retrouve dans ce podcast pour explorer nos expériences du quotidien sous l'angle du développement personnel. Ensemble, nous reviendrons sur toutes les situations qui peuvent nous mettre en difficulté, pour mieux les comprendre, mais aussi partager des clés pour les appréhender sereinement et en tirer du positif. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour un épisode qui va aborder les expériences d'échecs que l'on peut rencontrer. On dit souvent qu'on tire des leçons de notre échec, mais dans la réalité, en vivre un peut s'avérer bien plus compliqué. Il ne suffit pas d'apprendre de ses erreurs. L'échec, c'est le fait de ne pas atteindre un objectif désiré ou prévu, de ne pas obtenir quelque chose, ou alors d'obtenir un résultat défavorable. Il va donc se définir en opposition à la réussite, qui correspondrait à une issue, un résultat favorable. Donc en soi, l'échec est un résultat. Vivre un échec, c'est découvrir une alternative, un chemin, qui ne nous mène pas à la destination escomptée. Ce n'est ni positif ni négatif. Par contre, bien souvent, nous attribuons une connotation négative à ce résultat. Nous pensons que ne pas atteindre l'objectif prévu est négatif. Et cette connotation, cette teinte négative, va provenir de différentes pensées, les fameux commentaires de notre petite voix. C'est des pensées qui peuvent nous amener à nous remettre en question, ou alors elles peuvent nous inciter à nous justifier, nous dédouaner, en rejetant la faute sur les autres. Et tout ce que notre petite voix va nous dire, toutes ces pensées, vont bien évidemment créer des émotions désagréables. En se remettant en question, on va créer des émotions de déception, de tristesse, alors qu'en rejetant la faute sur les autres, on va générer des émotions de colère, de frustration. Et lorsqu'on ressent ce tourbillon d'émotions, il est alors bien plus difficile de tirer sereinement des leçons de notre échec. On peut alors se demander comment traverser des situations d'échec, s'en tenir au résultat et apprendre de ses erreurs sereinement, sans pour autant se créer des pensées négatives et subir la charge émotionnelle qui leur est associée. Pour répondre à cette question, je vais utiliser une nouvelle image pour nous guider tout au long de l'épisode. J'aimerais que vous imaginiez une carafe remplie d'eau. Maintenant, ajoutez-y du sable et remuez le tout. Et oui, il sera vraiment difficile de dissocier l'eau du sable. D'ailleurs, impossible d'analyser l'eau tant qu'elle reste mélangée à ce sable. Dans cette métaphore, l'eau correspond au résultat que nous venons d'obtenir, l'issue défavorable qu'on appelle échec. Le sable, quant à lui, correspond à toutes les pensées de jugement qui se rajoutent par-dessus. Il est très difficile d'étudier notre échec tant qu'il est mélangé avec toutes nos pensées. Et dans cet épisode, nous pouvons essayer ensemble de filtrer l'eau de notre carafe pour tenter d'enlever tout le sable. L'objectif est de trier les pensées négatives qu'on se crée quand on a l'impression d'échouer et de les dissocier du résultat défavorable en lui-même. Il sera alors possible de prendre du recul pour tirer au mieux une leçon de notre expérience. Nous allons procéder en 3 étapes, chaque étape correspondant à un filtre de plus en plus fin. Avec le premier filtre, je vais éliminer tout ce qui n'est pas vraiment un échec. Avec le deuxième filtre, je vais questionner mes motivations initiales qui m'avaient poussé à me fixer des objectifs. Et avec le troisième filtre, je vais enlever toutes les pensées de type « j'aurais dû ». Et seulement après être passé par ces 3 filtres, nous pourrons commencer à tirer des leçons de notre échec pour le futur. Filtre numéro 1, j'élimine tout ce qui n'est pas vraiment un échec. Avec ce filtre numéro 1, il s'agit de répondre à la question suivante. Est-ce que la situation que je vis est effectivement et objectivement un échec ? Dans certains cas, cette question est inutile. Il y a effectivement des situations claires d'échec ou de réussite. On peut citer comme exemple un concours ou un examen que l'on n'a pas obtenu. En revanche, on peut trouver une multitude de situations plus ambiguës, pour lesquelles il n'est pas évident de déterminer si le résultat obtenu est vraiment défavorable. Par exemple,
À quel moment je peux déterminer si je suis en échec professionnel, si l'éducation de mes enfants est réussie? Rappelons-le, l'échec, c'est le fait de ne pas obtenir le résultat favorable attendu. Si je suis en échec, il y a donc inévitablement un objectif qui n'a pas été rempli. À l'école, lorsque les enfants sont notés sur 20, on ne juge pas la réussite comme un 20 sur 20. Une bonne note, c'est une appréciation personnelle qui dépend des facultés de l'élève, du professeur, du contexte dans lequel l'enfant étudie. On fixe alors un objectif à atteindre qui peut être un 12 ou encore un 17 sur 20. Et au final, un 14 pourra être perçu comme une bonne note ou une mauvaise note selon le contexte. Et il est important en tant qu'adulte de continuer à se fixer ce type d'objectif factuel. Sinon, on risque de se sentir en situation d'échec au moindre coup de stylo rouge sur notre copie. Si vous avez une situation en tête, vous vous êtes senti en échec, je vous invite à vous poser 2 questions. La première, ça serait: est-ce que je m'étais fixé des objectifs concrets et mesurables? Prenons un exemple pour développer cette question. Personnellement, je suis une personne plutôt perfectionniste. J'aime qu'il n'y ait rien à redire à mon travail. Et vous l'aurez deviné, j'ai donc plutôt du mal à entendre des conseils, des propositions pour m'aider à m'améliorer. D'ailleurs, si cela arrive, je me sens directement en situation d'échec, comme si le fait de ne pas remplir une tâche à la perfection était une défaite en soi. Et dans ces moments-là, ce qui me fait du bien, ce qui m'aide à avancer, c'est de me rappeler qu'à aucun moment je n'ai pas rempli mon objectif. D'ailleurs, je ne m'en étais même pas fixé. Non, faire de son mieux ou parfaitement, ce n'est pas un objectif concret et mesurable. Et alors, dans ces cas-là, je me rappelle que ce que je vis n'est pas un échec. Je vous rassure, ça n'en est pas pour autant plus confortable. Apprendre n'est jamais confortable. En revanche, quand je me retrouve dans cette situation, je m'arrête là, et je ne laisse pas mon juge intérieur me dire que j'ai échoué. La seule chose qu'il a le droit de me dire, c'est « tu apprends ». Et une fois qu'on a répondu à cette première question, est-ce que mes objectifs sont concrets et mesurables, on peut passer à la deuxième question. Est-ce que le résultat dépendait de moi? Je vais prendre un autre exemple. Je travaille en équipe et en début de mission, on répartit les tâches entre les différents membres du groupe. Au fur et à mesure que le projet progresse, certaines de ces tâches peuvent être réallouées, prendre du retard ou de l'avance. Et si au début de ma mission, je me fixe comme critère de réussite personnelle que le projet soit terminé en temps et en heure, je fais reposer mon état émotionnel sur le travail des autres. Car je peux faire de mon mieux, donner toute mon énergie pour remplir mes tâches. En revanche, ce que je ne peux pas faire, c'est contrôler la manière dont travaillent les autres membres de mon équipe. Et si le résultat final n'est pas à la hauteur, il est important que je me rappelle que je ne suis pas pour autant en échec à titre personnel. J'ai le droit d'être déçu ou triste pour le groupe, mais il n'est pas juste que je me sente en échec personnellement. Pour résumer avec ce premier filtre, j'enlève toutes les situations qui ne correspondent pas factuellement à un échec. Cette première étape permet bien souvent de réaliser que nous nous sentons en situation d'échec, mais que ce n'est que notre perception. Si nous n'avions pas d'objectif concret et mesurable pour vérifier notre réussite, ou si nous n'avions pas la main sur l'issue de cet objectif, alors on peut se décharger de toutes nos pensées de dénigrement qui nous disent que nous avons échoué. Filtre numéro 2, je questionne mes motivations initiales. Bien souvent, en cas d'échec, on a tendance à oublier le chemin parcouru et les circonstances qui nous ont amenés ici. Seul compte le résultat que nous jugeons comme défavorable. Pourtant, revenir sur ce qui nous a amené à nous fixer des objectifs peut être vraiment utile. Il s'agit cette fois de se demander pourquoi c'était si important de réussir. Car moins les raisons qui nous avaient poussés à vouloir réussir nous semblent légitimes, plus il est aisé de baisser le son de ma petite voix intérieure qui me critique en cas d'échec. Je peux alors me poser les questions suivantes. Est-ce que c'était un objectif qu'on m'avait imposé? Que je m'étais imposé moi-même? Ou au contraire, est-ce qu'il était ancré en moi sans même que je m'en rende compte? Si c'est un objectif qui m'a été imposé, est-ce que j'adhère aux motivations qui m'ont été exposées? Est-ce que je les trouve pertinentes? Si au contraire je m'impose moi-même des critères de réussite très stricts,
je peux me demander pourquoi c'est si important d'atteindre cet objectif que personne d'autre ne m'a fixé. Qu'est-ce que ça change si je n'y arrive pas? Et est-ce que je suis d'accord avec le niveau que je m'impose? Et oui, parfois on s'impose un degré d'exigence très élevé, voire de perfection, sans même s'en rendre compte. Et dans ce cas-là, on peut simplement réaliser qu'on a été sévère avec nous-mêmes et qu'au final, le résultat obtenu est bon. On n'a pas besoin de se sentir mal de ne pas avoir atteint nos objectifs de perfection. On vient de parler des objectifs qui nous ont été imposés par des personnes extérieures ou que je m'impose à moi-même consciemment. J'aimerais aborder un dernier cas. Mon objectif est communément admis, au point que je me le suis imposé sans même m'en rendre compte. À ce propos, j'aimerais partager avec vous une expérience personnelle. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, nous sommes notés par nos supérieurs hiérarchiques après chaque mission. Et chaque trimestre, les résultats de nos évaluations sont transposés sur un graphique et à la fin d'année, ils sont comparés à nos collègues. Et lors de ma première année, en regardant mes résultats, je ne m'étais même pas demandé où se situerait la réussite et l'échec sur le graphique. Par défaut, je pensais que plus ma note serait bonne, plus je serais en réussite et vice-versa, plus elle serait basse, plus je serais en échec. C'était automatique. Je ne m'étais même pas posé la question si j'étais d'accord ou non avec cette grille de lecture. Et la deuxième année, après avoir évalué l'effort et le sacrifice que cela demandait d'avoir une note maximum, j'ai consciemment choisi ce que serait une réussite ou un échec. L'échec, ça serait d'avoir une note maximum au prix de ma santé. Alors qu'une réussite, ça serait de savoir préserver ma vie personnelle, quitte à avoir une note un peu moins bonne. Et ici, cet exemple montre à quel point il est important de vérifier que nous adhérons aux critères de réussite et d'échec qui nous ont été imposés, que ce soit consciemment ou non. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons tout à fait nous créer nos propres critères. Je voudrais souligner quelque chose de très important pour ce filtre numéro 2. Il ne s'agit pas de se dédouaner avec un discours du type « de toute façon, je m'en fichais, ce n'était pas important ». Le but, c'est d'entamer une réelle réflexion. Bien souvent, nous nous fixons des objectifs inconsciemment et nous nous persuadons qu'ils sont hyper importants pour nous, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et si on se rend compte que personnellement, nous n'adhérons pas aux raisons qui nous ont poussés à vouloir réussir, il est facile de faire taire nos pensées négatives associées à l'échec. Filtre numéro 3, j'enlève les pensées de type « j'aurais dû ». Pour ce filtre numéro 3, je vais me poser la question « est-ce que je me suis donné les moyens de réussir ?» Je peux me demander « si je ne me suis pas donné les moyens de réussir, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait à la place ? Quel choix est-ce que j'ai fait ?» Et ce choix n'est pas forcément conscient, donc je vous invite à prendre le temps de réfléchir pour répondre à cette question. En effet, ça peut être vraiment utile de se rendre compte que peut-être on n'a pas atteint ses objectifs car simplement, à un moment donné, on a choisi de mettre notre énergie ailleurs. Et si c'est le cas, je vous invite également à vous demander si vous êtes d'accord avec le choix que vous avez fait. Et si avec le recul vous approuvez votre choix, on comprend tout de suite pourquoi cette question est cruciale pour se sentir mieux face à l'échec. Peut-être que j'ai échoué dans cette situation, car à un moment, je suis d'accord, j'ai choisi de mettre mon énergie ailleurs pour réussir un autre objectif. J'ai choisi, et si c'était à refaire, je le referais. Et si au contraire, on n'approuve pas le choix que nous avons fait, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas le changer. Par contre, à l'avenir, on pourra toujours choisir de concentrer notre énergie au maximum où il nous semble important de l'utiliser. Ainsi, avec le filtre numéro 3, j'enlève toutes les pensées de type « j'aurais dû » et je les remplace par « j'ai choisi » ou à l'avenir, je choisirai de mettre mon énergie ici. Après les filtres, qu'est-ce que je fais avec mon échec ? Donc nous y voilà. On vient d'appliquer les filtres numéro 1, numéro 2 et numéro 3. J'ai peut-être compris que factuellement, je n'étais pas vraiment en échec. Aussi, je me suis rappelé les raisons qui m'avaient poussé à vouloir réussir. Et enfin, j'ai remplacé dans mon discours tous les « j'aurais dû » par « j'ai choisi ». Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon échec ? Comment je peux apprendre de mes erreurs, me projeter positivement dans le futur ? Pour cette dernière partie, je voudrais aborder deux aspects très importants de l'échec.
On a bien évidemment l'aspect pratique. Comment je fais pour m'améliorer? Mais il y a un deuxième aspect. C'est tout l'impact de mon échec sur mon estime de moi. Pour l'aspect pratique, rappelons-le, l'échec, c'est simplement un résultat défavorable. Une manière de ne pas obtenir le résultat escompté. C'est donc un chemin à ne pas emprunter la prochaine fois que je tenterai d'atteindre mon objectif. Et à partir de toutes les questions que je me suis posées depuis le début de cet épisode, j'ai toutes les clés en main pour me recentrer sur mes priorités en prenant appui sur mes motivations profondes. Donc on voit bien qu'aborder l'aspect pratique est relativement rapide. Par contre, pour l'aspect estime de soi, cela peut être plus difficile. Peut-être que dans mon cerveau, j'ai complètement analysé ce qui va, ce qui ne va pas. Je suis d'accord avec ce qu'il faut faire et ne plus faire. Mais pourtant, j'ai encore ce poids sur le cœur. Il peut me rester des pensées négatives, notamment de dénigrement, quand je repense à mon échec. Et si vous vous retrouvez dans ce cas-là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous demander ce que votre juge intérieur pense de vous suite à votre échec. Vous pouvez donc recenser tous les commentaires qu'il fait et observer les émotions que cela crée en vous. Et si cela crée des émotions désagréables, qui ne vous plaisent pas, que vous n'avez pas envie de subir, on peut alors chercher ensemble des pensées alternatives pour remplacer ces pensées d'accusation. Personnellement, pour créer des pensées alternatives efficaces et apprendre à ma voix intérieure à être plus bienveillante, j'associe 2 données. Je prends des informations factuelles concernant la situation d'échec que je viens de vivre et je les combine à une pensée positive qui me permet de me projeter. Par exemple, une pensée alternative efficace serait « Je n'ai pas perdu les 2 kilos que j'avais prévus car c'était plus important pour moi de profiter des repas en famille ». Ça, c'est la partie factuelle qui découle de toutes les questions que je me suis posées depuis le début de cet épisode. Je continue avec une partie beaucoup plus positive où je me projette dans le futur et je me dis « Le mois prochain, j'ai envie de donner la priorité à ma perte de poids et je me sens capable de mettre les efforts nécessaires pour réussir. » Car au final, il n'y a que notre petite voix intérieure pour nous dire que nous ne sommes pas capables. Mais elle peut aussi se montrer bienveillante, nous coacher, nous accompagner et nous dire qu'elle a confiance en nous pour réaliser nos objectifs. Nous voilà à la fin de ce 2e épisode qui aborde les situations d'échec. Pour résumer, quand je suis dans une situation que je perçois comme un échec, je peux être troublée par les pensées négatives sous lesquelles je croule. Je peux alors essayer de les enlever, filtre par filtre, tout d'abord en éliminant les situations qui ne sont pas vraiment un échec. Dans un deuxième temps, je peux questionner mes motivations initiales pour voir si après tout, c'était si important que ça de réussir. Et enfin, je vais enlever toutes les pensées qui me disent que j'aurais dû faire autrement. Une fois que j'en suis là, je peux vraiment tirer les leçons de mon échec le plus sereinement possible, notamment en coachant ma petite voix intérieure pour qu'elle soit le plus bienveillante possible avec moi. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à partager en commentaire toutes les pensées bienveillantes qui vous feraient du bien d'entendre quand vous vous sentez en situation d'échec. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir en le notant sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez également me retrouver sur les pages Facebook et Instagram Nos 1001 expériences. Je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée.